Neodesis est une société spécialisée dans le design horloger. Nous faisons 90% d'horlogerie. On maîtrise vraiment l'horlogerie et ses aspects autant technico-mécanico-design. Pour ça, on est un bureau d'une petite dizaine de personnes avec 2 constructeurs, des designers, une assistante. Et voilà, on a un petit team, un micro-team, mais assez performant, jeune, mais avec de l'expérience. On offre nos services aux marques du giron horloger suisse, mais aussi aux étrangers. C'est important l'étranger, ça nous donne une autre vision, un autre client et une autre motivation. J'ai un goût, j'ai plein d'idées, mais j'ai besoin d'autres avis aussi. Donc là, il y a mon équipe qui intervient, qui a des qualités différentes des miennes, aussi par rapport à la différence d'âge, par rapport à le côté féminin, masculin. Et là aussi, on crée des jeux de rôle dans le bureau, où on se crée des thèmes, où on se crée des jeux ensemble, et une fois par mois, on doit apporter des choses intéressantes, intrigantes, qui n'ont rien à voir avec l'horlogerie, plutôt nature, plutôt glace, plutôt soleil, n'importe quoi, mais on essaie d'alimenter notre imagination. Et souvent, quand on a un client qui vient, bah bing, il y a la petite étincelle qui fait que, ah bah tiens, on se souvient de quelque chose, et on arrive à l'intégrer. Il y a clairement quelque chose qui a changé par rapport à la motorisation. En général, c'est clair que les produits sont devenus beaucoup plus pointus. Enfin, il y a une offre beaucoup plus grande de moteurs exceptionnels qui est visible aujourd'hui. Il y a 20 ans en arrière, il y en avait très peu. Parmi les premiers, il y avait Audemars Piguet, sauf erreur, avec sa Concept Watch ou ce genre de produits, mais c'était très rare qu'on voit un moteur visible vu de dessus, on le cachait à la base. Et donc aujourd'hui, quitte à faire un moteur, autant le voir. C'est un petit peu, vu l'investissement qu'il y a derrière, tant en énergie qu'en finance, les gens veulent voir cette mécanique complètement folle qui est extraordinaire. Donc ça, c'est une des tendances qu'on peut voir qui a évolué. Maintenant, si on regarde par rapport à, comment dire, à ce grand tableau qui est très imbriqué, il y a la notion du luxe aussi qui intervient là-dedans. C'est que pour moi, il y a une équation qui n'est pas, que j'arrive pas encore à répondre. C'est quelle est la relation entre le luxe et une grande marque qui fait 200 000 montres par an. J'arrive pas à trouver le mot luxe là-dedans, même s'ils font des superbes produits. Parce que pour moi, le luxe a une notion de rareté, d'exclusivité. Et aujourd'hui, ces produits, on les trouve à Hong Kong dans 25 produits, dans 25 boutiques en nom propre. Où est la rareté? Où est l'exclusivité? Certains produits luxe se vendent beaucoup sur Quartz. Ok, bon, ok, c'est magnifique, c'est très bien, mais à part le nom, on n'achète rien d'autre. Et si on achète un nom, c'est définitivement plus du luxe. Le nom représente du luxe. Mais le produit en lui-même n'est plus du luxe. Donc voilà, donc on crée une catégorie aujourd'hui premium pour laisser la place au luxe. C'est très hypocrite. Donc aujourd'hui, il y a une redéfinition du tableau qui doit se faire, à mon avis, enfin qui est en train de se faire. C'est pas moi qui vais la faire, mais donc c'est pour ça que j'ai de la peine à extirper tous ces points-là entre la nouvelle redéfinition du luxe, entre les nouveaux indépendants, entre le Swiss Made, entre la nouvelle redéfinition du Swiss Made. Il y a tellement d'imbrications aussi avec la génération future qui ne sera plus propriétaire de quelque chose, qui sera plutôt locataire, qui vont bénéficier de tous les avantages de la vie, mais sans les acquérir personnellement. Ils pourront les louer ou ce genre de choses. Donc comment nous, on va se profiler là au milieu? Avec encore l'équation qui est, aujourd'hui on exporte 26 millions de montres par an, il y a 10 ans en arrière c'était 5 ou 6 millions je crois, ou quelque chose comme ça. Le marché, est-ce qu'il peut encore aujourd'hui absorber ces 26 millions de montres? Je crois qu'il n'a jamais pu les absorber. Donc on doit redescendre d'un niveau, à mon avis. Et ce niveau-là, en le redescendant, c'est contradictoire par rapport à toutes les usines qui se sont créées, où on peut produire 100 millions de montres par an. Donc on est dans une balance où, si tout le monde veut courir et continuer de courir dans la même direction, j'ai l'impression qu'on sera mort. Alors il faut recréer des nouveaux métiers, il faut recréer une nouvelle horlogerie.
Moi, je pense que chaque pièce a évolué, soit par le matériau, soit par la forme, autant le mouvement que le cadran que les aiguilles. Par contre, dans certaines marques, on a besoin de rassurer le consommateur aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas montrer une révolution totale d'un produit. Enfin, on ne peut pas. Certaines marques le font. Mais 99% des marques ne le veulent pas, parce qu'ils veulent montrer qu'ils viennent de la tradition. Donc, même si on parle de révolutionner le mouvement, d'avoir un mouvement architectural incroyable, il est quand même bien de rassurer les gens par une lecture standard, lisible, avec une boîte qui a des codes aussi standards, mais reconnaissables. Parce que si on faisait une boîte complètement incroyable, avec un mouvement complètement incroyable et des aiguilles incroyables, ça ouvre les portes à un certain type de consommateur. Donc ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend des gens. Si on regarde des gens comme Vianney Alter, eux au niveau des codes, ils sont extraordinaires, ils cassent les codes. Et en ça, Vianney Alter, je trouve ça incroyable. Par contre, d'autres marques ont besoin de rassurer un consommateur et donc doivent réutiliser des codes. Ils ne peuvent pas forcément tout changer non plus. Par contre, ils font les mêmes formes peut-être que dans le passé, mais avec des matériaux nouveaux, avec de nouvelles technologies. J'ai commencé par faire l'école d'art à La Chaux-de-Fonds en tant que bijoutier. Donc ça, c'est déjà une des premières bases qui scelle un petit peu tout ce domaine un peu artistico-créatif. Et après cela, je suis parti quelques mois en Thaïlande pour apprendre le sertissage. Je suis revenu en Suisse. J'ai travaillé une année et demie comme sertisseur. Après coup, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer comme designer junior chez Gucci. Alors, juste le parallèle, pourquoi le sertissage et pourquoi le design, c'est que j'ai toujours adoré l'horlogerie. Le sertissage aussi, j'adore les pierres, mais travailler derrière un binoculaire toute la journée, j'ai adoré, mais il me manquait la relation humaine derrière, le contact avec les gens et la création de produits. Donc, chez mon ancien patron sertisseur, Gilles, il m'avait donné la chance de pouvoir faire 2-3 croquis, 2-3 designs qui se sont vendus comme ça, mais on a vu que ça fonctionnait pas trop mal. Et du coup, j'ai postulé chez Gucci et j'ai eu la chance d'y être intégré. Et c'était le départ. C'est là que ça a commencé. Après 2 ans, une entreprise est venue me chercher pour rejoindre leur équipe de private label, où on faisait du Sector, du Philip Watch, enfin il y avait une dizaine de marques. Et là, c'était vraiment intéressant pour moi, parce que je m'ennuyais plus dans la journée. Chez Gucci, c'était génial, parce qu'on pouvait tout faire, mais en même temps, c'est monomarque. Donc tous les jours, assis à créer, c'est un peu longuet à la fin de la journée, on s'emmerde un peu. L'avantage avec le private label, c'est qu'on gicle de tous les côtés. Il faut respecter chaque ADN de marque, il faut comprendre chaque personne derrière la marque. Et là, ça, c'est un jeu assez chaud, mais c'était vraiment sympa. Et après ça, je me suis mis en tant qu'indépendant.